9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, on se pose cette question évidemment avec l'épisode que nous connaissons, précoce. Évidemment, ces chaleurs caniculaires, 28, 30, 32, 33, 35 et qui vont monter jusqu'à 37, 38, 39 degrés. Est-ce que la France, face à cet épisode, plus tôt qu'auparavant et qui risque de se multiplier, est-ce qu'elle est à la hauteur de cet enjeu climatique? Nous en parlons avec vous, toujours, vous avez la parole, bien sûr, 0826 300 300. Et puis mes deux invités, Axel Genoux-Praché, qui est chargé de campagne à l'association Respire, et Olivier Blon, conseiller régional délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air en région Île-de-France et cofondateur d'un think tank aussi qui travaille sur le sujet urbanité, sur la santé environnementale. En deux mots, l'un comme l'autre, est-ce que la France est à la hauteur ou pas? Axel Genoux-Praché. Alors, aujourd'hui... Bonjour à tous les deux, d'abord. Pardon, je vous ai Bonjour. pas dit Oui, vous avez raison. Bonjour, tout d'abord. Est-ce qu'elle est à la hauteur? Pour le moment, en tout cas, sur la qualité de l'air, elle ne l'est pas. Il y a toujours des agglomérations qui sont en dépassement. Et cet épisode de canicule extrême et précoce et durable, il s'inscrit aussi dans un épisode de pollution à l'ozone qui couvre les régions d'Île-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de région PACA. Cette pollution à l'ozone de basse altitude se forme justement quand il y a aussi des pics de chaleur et elle vient affecter la santé mais aussi les rendements agricoles. On entendait un agriculteur juste avant, c'est jusqu'à moins 20% sur le blé, donc c'est aussi des impacts économiques, agricoles et de souveraineté. Oui, c'est vrai. Olivier Blon, même constat ou pas? Je pense qu'il faut élargir au-delà de la pollution de l'air, c'est un vrai sujet, on est d'accord. Mais globalement, on sait que le changement climatique, c'est effectivement la température, les canicules, et là, est-ce qu'on est prêt? Il faudrait qu'on soit encore plus prêt. Mais on a fait des progrès par rapport à la grande canicule, vous vous souvenez peut-être de 2003 où il y avait eu 15 000 morts. Et là aujourd'hui on a quand même tiré les leçons et en fait on sait qu'il y a deux grandes directions dans lesquelles il faut aller. Plus de vert, plus de bleu. Plus de vert, ça veut dire plus de végétalisation. C'est pas mal ça, les couleurs, au moins on s'y repère. Alors, plus de vert, Plus de vert, plus de végétalisation. Dans les villes, en fait, le béton, il va absorber la chaleur, il va la faire se répartir dans la ville. Il faut moins de béton et donc la solution c'est plus de plantes un peu partout. Et il faut plus d'eau, plus de bleu, parce que l'eau elle va aussi absorber la chaleur et refroidir la ville et en plus évidemment on peut boire, ce qui est évidemment la recommandation numéro 1 en cas de canicule. Donc c'est les deux grandes tendances, on sait que c'est ce qu'il faut faire. On le fait, par exemple, nous en Île-de-France on a planté 10 millions de mètres carrés en quelques années en zone urbaine. Bon, il faut toujours plus, mais en tout cas, on sait comment y aller et on en progresse. Oui, c'est une piste, bien sûr. Ça, c'est plus sur les conséquences, c'est pas forcément aussi sur les causes, quoi. Axel Genoux-Praché. Oui, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, les conséquences. C'est que là, en fait, en ce moment, on est dans un épisode de conséquences de dérèglement climatique qui vient se traduire dans des impacts sanitaires, donc sur notre santé. Et ce que disait Olivier Blon est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que il y a deux niveaux de travail. Il y a celui qui est la lutte contre le dérèglement climatique, et après, il y a aussi comment on s'adapte au dérèglement climatique qui s'est déjà passé et celui qui va encore continuer à advenir. Et là, il y a donc la végétalisation. Un arbre, c'est l'équivalent de 5 climatiseurs. Il faut lutter donc il faut faire des rues aux écoles, des cours oasis, des corridors urbains. C'est intéressant ce que vous dites sur cours oasis, parce que j'avais le responsable le représentant des chefs d'établissement scolaires qui parlait de ça, parce que je disais, s'il y a des endroits où on a fait les choses à l'envers, ce sont les écoles. Pendant des années et des années, on a mis du goudron, on a bétonné, etc. pour avoir des cours d'école sans obstacle, etc. On a arraché les arbres et tout, ça vous l'avez vu, un peu partout. Aujourd'hui, on revient en fait à ça. Et il disait, oui, il faut qu'on installe des cours d'oasis. C'est ça. Ça symbolise comment alors ? Ces cours oasis, c'est le fait de débitumer une partie de la cour de l'école. C'est la même logique qu'il y a aussi dans les rues aux écoles quand elles sont entièrement aménagées, comme ça se fait beaucoup à Paris, mais aussi ailleurs en France, dans d'autres villes comme à Marseille, à Lille, Lyon, etc. Et l'un des autres co-bénéfices que peut avoir justement cette végétalisation, c'est qu'elle va rafraîchir quand il fait chaud, mais dans les épisodes de pluie extrême, comme il y en a de plus en plus, elle va permettre une meilleure absorption, limiter les inondations.
et aussi retenir l'eau, donc éviter les sécheresses et en tout cas de garder cette fraîcheur dans la ville. Donc c'est le vert et le bleu dont parlait Monsieur Olivier Blanc. Oui, effectivement, c'est bien et c'est facile à retenir du vert et du bleu. Vous avez raison. Après, il y a des objectifs qui ont été fixés en France. Est-ce que là, c'est intéressant de regarder ça en fait à l'échelle internationale. Est-ce que ce que je disais, est-ce qu'on est à la traîne ou est-ce qu'on est en avance par rapport à beaucoup d'autres pays ou d'autres continents? Olivier Blanc. Je sens que vous voulez un comparatif. Malheureusement, je n'ai pas les informations. Mais c'est toujours intéressant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est moins adapté aux chaleurs intenses que les pays du Sud. Enfin, c'est logique, évidemment. Ouais. Ils ont l'expérience. Est-ce que on est à la hauteur de nos engagements? Ouais. Alors il y a deux choses. Il y a effectivement la lutte contre le changement climatique, les causes, et l'adaptation. La lutte contre le changement climatique, on progresse vraiment. Il faut rompre avec le pessimisme ambiant. Ça y est, on va tous mourir. Non. Je veux dire, nos émissions en France, elles ont diminué de plus de 20% en 20 ans. En gaz à effet de serre, en polluants atmosphériques, ça progresse. Et c'est remarquable. Ouais. Alors certains disent pas assez vite, quoi, en fait. Oui, c'est vrai, ok, d'accord. Mais c'est déjà beaucoup. Oui. De votre côté, Axel? C'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez. Et donc on est toujours éloigné de l'objectif des 2 tonnes par an et par habitant en France. Après, sur les objectifs, par contre, sur les impacts, par exemple sur la qualité de l'air, là, nous en France, on ne les respecte toujours pas les normes actuelles. Et en 2030, il va y avoir une nouvelle directive européenne qui va diviser par 2 les seuils réglementaires des principaux polluants. Et là, on en est très loin. À Respire, à l'occasion des élections municipales, on a publié une carte interactive qui utilise les données des Atmos, donc les organismes qui surveillent, qui font la météo de la qualité de l'air en France, pour voir en fait quelles seraient les projections. Et les 3/4 des agglomérations, des 50 premières agglomérations de France, ne les respecteront pas si on ne fait rien. Donc il faut continuer les efforts. On ne fait rien, mais alors ça passe par quoi? Parce que c'est complexe. Excusez-moi, Olivier Blanc. Je suis un peu choqué par ce qui vient d'être dit. Parce qu'en fait, l'amélioration sur la qualité de l'air, elle est gigantesque. Il y a 15 ans, en Ile-de-France, il y avait presque 2 millions de personnes qui étaient exposées à des dépassements des valeurs légales. Aujourd'hui, on est à moins d'1 millier. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on est quasiment à 80. Les chiffres officiels. On est à 99,99 de respect des normes légales. Alors, ce que dit Respire, c'est que oui, en fait, la situation, elle est tellement meilleure qu'avant qu'on a changé les règles pour les rendre plus exigeantes. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est vertueux. Voilà. Et ces nouvelles règles qui vont bientôt rentrer en vigueur, on ne les respecte pas encore. Mais c'est normal parce que c'est des nouvelles règles qu'on a faites parce qu'on a réussi la première étape. Donc, faut pas inverser les choses. Ça va beaucoup mieux. Encore une fois, on peut toujours progresser. Bah oui, mais parce que quand on voit encore les cartes oranges, les cartes rouges, ça dépend. Pas sur l'Île-de-France, mais partout globalement. Donc on se dit tiens, mais après il y a pour changer de sujet parce que c'est peut-être pas le débat. J'aimerais juste réagir sur le chiffre. Il y a un sujet sur lequel on s'est mal débrouillé en France. C'est l'isolation des bâtiments. Bon, vous connaissez l'histoire des DPE, etc. Mais pendant très longtemps, on a essayé de faire des économies d'énergie, ce qui est plutôt une bonne idée au départ, en isolant les bâtiments. Et parfois c'est mal fait, parfois c'est bien fait, mais surtout on isole par rapport à l'hiver. Et en fait, isoler par rapport à l'été, c'est pas du tout les mêmes choses. Par exemple, faire une verrière, c'est une super bonne idée pour amener un petit peu de chaleur pendant l'hiver, etc. Mais en été, en pleine canicule, vous avez un four que vous pouvez plus habiter. Et donc, il faut changer un petit peu la manière de penser l'isolation aujourd'hui des bâtiments, parce qu'on a beaucoup pensé à une isolation hiver, et évidemment, on voit bien. Vous y travaillez avec Urbanité, votre think tank. Sur les chiffres, effectivement, vous contestez, Axel Genoux. Non, je conteste pas, je suis juste étonné des chiffres que monsieur Olivier Blanc sort. Il a raison, on est passé de très mauvais à mauvais, et on va essayer d'aller vers le bien. En fait, c'est ça, la courbe de progression. Il parle de 1000 personnes en Ile-de-France exposées à des niveaux de pollution qui sont supérieurs aux normes. Bon, je sais pas d'où ce chiffre sort, mais en tout cas, les chiffres d'Air Paris disent aussi que en Ile-de-France, il y a 6700 morts par an à cause de la pollution de l'air. Ile-de-France, dont vous êtes conseiller régional. On peut pas se satisfaire de ces 6700 morts par an. Et je ne parle pas de tous les cas d'asthme infantile qui vont justement ensuite impacter la santé de ces enfants sur le très long terme. Mais il n'y a pas que l'Île-de-France, à l'échelle de la France, c'est 40 000 morts par an. La pollution de l'air, c'est encore la 3e cause de mortalité évitable. Donc on peut pas
relativiser la dangerosité sanitaire de la pollution de l'air au regard du fait que la qualité de l'air se sera améliorée, parce que au contraire, ça veut juste dire une chose, c'est-à-dire qu'on peut agir, on peut travailler. Allez, dans ce sens. On poursuit ensemble cette discussion. Olivier Blond donc et Axel Genoux-Praché. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, la qualité de l'air chez vous, 0826 300 300. Est-ce que la France est à la hauteur aussi face à ces événements climatiques? J'aimerais vous entendre. Vous avez la parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face, est-ce que la France est à la traîne, à la hauteur ou pas par rapport à l'adaptation, aux canicules, au changement en fait climatique? On l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les émissions baissent, pas assez vite évidemment, la rénovation thermique arrive, mais elle reste insuffisante parce que évidemment c'est complexe, et les transports, on demeure très dépendant de la voiture, du transport, etc., des voitures, l'industrie, l'agriculture aussi. C'est long effectivement pour pouvoir se transformer, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec vous, Axel Genoux-Praché, chargé de campagne à l'association Respire, et Olivier Blond. Donc vous êtes conseiller régional, vous travaillez aussi avec Urbanité, c'est un think tank sur la santé environnementale en milieu urbain. Vous vouliez réagir à ce qui était dit en fait tout à l'heure sur les victimes de la pollution de l'air et les chiffres que l'on avance souvent, Olivier Blond. Non, mais je reviens sur des chiffres qui sont officiels, oui, qui sont ceux de la concentration en pollution dans l'air. Et ces chiffres, ils diminuent très 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 fortement, donc moins 50%, moins 45%, moins 40% selon les molécules qu'on regarde. Et là, ça c'est officiel, c'est les faits. Oui, ouais, c'est repris par Atmo France, qui est la fédération de toutes les ASCA qui mesurent officiellement la pollution. Donc les chiffres, il y a de l'amélioration, ça vous contestez pas. Moi je ne conteste pas du tout, non. Voilà. Donc après, effectivement, la pollution continue à tuer, ça c'est sûr et certain, et il faut aller plus loin. Mais encore une fois, il faut pas, ça sert à rien de nier la réalité, et au contraire, montrer qu'il y a déjà un progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'action qu'on a déjà faite, elle a mené des résultats, elle a montré qu'elle était efficace, et ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. Si depuis 10 ans il n'y avait aucun effort, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas compris ce qu'il fallait faire. C'est pas le cas, au contraire. Ouais, au contraire. Après, il faut continuer. Bien sûr. Il faut continuer, et c'est assez complexe. Et les milieux urbains, notamment, où il y a une concentration de densité de population, bien sûr. Question que je posais, je l'évoquais tout à l'heure, mais il n'y a pas de solution idéale, de se dire, est-ce que on construit toujours en fait dans les villes, ce que vous avez dit tout à l'heure, avec le béton, avec cette concentration, c'est encore plus compliqué, ou alors et ce qu'il faut rappeler, c'est que la pollution de l'air et le changement climatique, c'est deux phénomènes assez distincts. Il y a des croisements, mais ils sont assez distincts. Et aujourd'hui, là, on est en pic d'ozone, mais c'est principalement parce qu'on a un problème de canicule. C'est la chaleur qui crée cette pollution ces derniers temps. Et l'adaptation au changement climatique, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande à repenser la ville, et ça demande aussi à faire de la solidarité, parce qu'il faut penser... On l'avait discuté aux jeunes, aux plus jeunes, et aussi aux personnes âgées, à nos aînés. Il ne faut pas les laisser tout seuls dans cette situation-là. Donc il y a des problèmes technologiques, et il y a aussi des problèmes sociétaux de vivre ensemble. Oui. Qu'est-ce que l'on peut faire alors pour améliorer les choses de façon efficace? Parce que après, il n'y a pas de baguette magique, il faut le dire. Il y a un panel de solutions. Il y en a qui sont des solutions de court terme. C'est par exemple là celles qui ont été recommandées par la préfecture de police de Paris, c'est de différer ses déplacements si on le peut. Ouais, c'est vrai. Ça va être aussi plutôt préférer les transports en commun ou le vélo. D'ailleurs, habituellement, il y a un forfait anti-pollution en Île-de-France, mis en place par Île-de-France Mobilité. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Attention, parce que sur le vélo, c'est pas mal, mais quand vous avez simplement que quelques kilomètres à faire, quand vous êtes très loin de votre... si vous mettez 3 quarts d'heure en transport en commun, ça veut dire que vous allez mettre combien à vélo? C'est pas évident parce que vous êtes assez éloigné. Même si, évidemment, il faut favoriser quand on peut. Et le maître mot, c'est adaptation. Et c'est vrai qu'on s'adapte en fait aussi en fonction de ses besoins, de l'éloignement. On en parlait aussi de comment construire, donc l'étalement urbain, etc. Ce qu'on peut aussi faire, ce qui peut être aussi parfois mis en place, c'est la mise en circulation différenciée. Ça, c'est toujours la préfecture de police qui fait ça. Et après, ce qu'on peut faire, par contre, individuellement, c'est se renseigner, regarder donc l'indice de qualité de l'air, de pollution, pour éviter certaines. Je suis toujours étonné d'ailleurs par les indices de pollution.
pas sur l'Île-de-France, mais d'une façon générale, même sur des territoires, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sur des territoires couverts de forêts, quand il y a certains phénomènes, boum, vous avez une pollution qui est dégradée, moyenne, pas terrible en France. Axel Genoux-Praché, non? Pardon, c'est vrai? Non, mais je dis en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de la ville, mais même des territoires où il y a des forêts, des milieux beaucoup plus ruraux, où il y a une dégradation aussi de... Oui, on parlait notamment de la pollution à l'ozone qui vient affecter les rendements agricoles, mais en fait ces polluants ils peuvent se déplacer. Alors en ce moment on n'a quasiment pas de vent à Paris, ce qui rend la situation encore plus étouffante, suffocante, donc ils peuvent se déplacer, mais ils peuvent se déplacer sur plusieurs centaines de kilomètres, voire sur plusieurs milliers de kilomètres, comme quand on a les feux de forêt au Canada, c'est vrai. qui sont des épisodes de pollution pas forcément anthropiques. Il y a aussi des épisodes de pollution de l'air qui sont dus à des causes parfois naturelles, comme certains feux de forêt. Oui, Olivier Blond, oui. Donc c'est pas forcément uniquement localisé là où il y a une concentration, où il y a des transports. Encore une fois, il y a la pollution de l'air et le climat. La pollution de l'air, elle peut effectivement se déplacer. Et l'ozone, en fait, y compris sa production est aggravée en zone agricole, parce qu'il y a un des précurseurs de la formation, les COV, dont c'est la chimie, qui sont produits par les végétaux. Donc les végétaux peuvent contribuer à l'augmentation de la pollution dans certains contextes. Mais ce que je pense intéressant peut-être aujourd'hui, c'est de dire que face à ces épisodes-là, il y a des bonnes pratiques, il y a des choses à faire pour se protéger individuellement. Parce que bon, il y a ce qui nous dépasse, qu'on peut pas changer, et comment faire. On peut changer, mais ça demande du temps. Voilà. Et là-dessus, bon, en cas d'épisode de pollution de l'air, la première chose à faire, c'est éviter les sports intenses. On a vu ce week-end, il y a eu des gens qui sont décédés. C'est incompréhensible, quoi. Certains qui vont pratiquer du sport, mais c'est bien le sport, mais c'est vrai que là, il faut faire attention. Il faut faire super attention. Parfois, on n'a pas l'impression d'être à risque, mais avec vraiment des hautes températures, on peut, y compris mourir. Donc, pas de sport intense. Dès que vous êtes en essoufflement, vous savez que vous êtes en sport intense, donc pas d'essoufflement. Se protéger évidemment à l'ombre, s'hydrater énormément et faire attention dans ses déplacements à éviter les zones où on peut évidemment imaginer qu'il y aura plus de pollution. Pas le carrefour le plus circulant, pas les zones les plus ensoleillées où il y a un gros cagnard, etc. Ça, c'est du bon sens. Mais tout ça, ça protège, ça sauve des vies, et en particulier, encore une fois, pour les plus vulnérables, donc les enfants, les personnes âgées, et puis ceux qui ont des problèmes de santé par ailleurs. C'est vrai que dans les villes, on le dit parfois, en fonction de la localisation, pouvait être un endroit où finalement vous avez eu l'air nickel. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. Et à côté, vous avez ce que nous avait dit un spécialiste. Vous avez un canyon de pollution, un véritable. Je sais que vous pensez comme spécialiste. Oui, non, mais c'est vrai. Axel Genoux-Praché, en fait. Oui, tout à fait. En fait, la pollution de l'air, c'est un des phénomènes qui peuvent être très localisés et qui peuvent aussi l'être moins, comme l'ozone. On en a parlé. On peut aussi parler même de le fait comment les villes, en tout cas en Europe, dans l'hémisphère nord, ont été construites avec souvent des quartiers plus aisés au sud-ouest et des quartiers moins aisés au nord-est. Ça, c'est dû en fait aux mouvements principaux des vents et qui déplaçaient la pollution des cheminées durant la période industrielle. Aujourd'hui encore, ça continue à affecter la pollution de l'air et les populations selon les mêmes logiques. C'est vrai. Après, sur ce qu'on disait sur les mesures à mettre en place, il y en a aussi certaines qui sont à moyen terme. Vous dites, on peut changer, mais les choses prennent du temps. On a cette nouvelle directive européenne qui va entrer en vigueur en 2030. D'ici là, une chose qu'on peut faire pour lutter contre les oxydes d'azote et la pollution de l'air qui est la plus localisée, c'est justement mettre en place une stratégie zéro oxyde d'azote qui est un polluant principalement émis par le trafic routier en tout cas thermique. Et donc là, il y a quelque chose vraiment à faire qui serait vraiment très 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 efficace. Bon, en tout cas, merci à tous les deux, Olivier Blond et Axel Genoux-Praché, vous à l'association Respire, et vous, je cite notamment Urbanité, qui est un think tank sur la santé environnementale en milieu urbain et qui permet de réfléchir pour trouver ensemble des solutions. C'est comme ça que l'on avance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis en évidence quand on avait organisé le Printemps de la planète il y a un mois avec
Sud Radio où dans chaque secteur on cherchait des solutions. Tiens, avec Valérie Expert, on va chercher des solutions aussi aux problèmes, bien sûr, dans un instant. Bonjour Valérie. Bonjour Patrick. Problème, en tout cas, question autour des familles recomposées. Oui, aujourd'hui, plus d'un enfant sur 10 vit dans une famille recomposée. Si on regarde les nouvelles générations, jusqu'à un certain âge, sans doute beaucoup plus, quoi. Absolument. Et donc, quel est le statut du parent, du beau-parent? Il n'y a pas de statut juridique en France. On aura Alessandra Sublet, qui se fait rare dans les médias, qui publie une bande dessinée 3+2, 5, une BD qui aborde ces questions. Ça sent le vécu, ça, non? Oui, je pense qu'elle va nous raconter un petit peu l'origine de cette BD. C'est vrai qu'elle a raison. Il n'y a pas beaucoup de livres qui sont parus sur le sujet du point de vue des enfants et du point de vue des parents. Parfois, c'est compliqué quand il y a des rencontres qui se font, qu'il y a des enfants qui existent. Et les successions et les transmissions. Bien sûr, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça va poser des questions complexes. Non, mais complexes. Vous avez 4 ans, 5 ans, vous rencontrez, votre mère ou votre père se remarie, etc. Quels seront les droits et tout. Non, mais c'est vrai. Et parfois, il y a des familles recomposées de familles recomposées. Absolument. Si vous êtes dans cette situation, 0826 300 300, on attend vos témoignages. Et puis, on parlera de la violence, des adolescents avec ces deux drames, tués pour un matériel de pêche et dans un camping également, un autre gamin qui a été tué pour avoir refusé d'être sur TikTok et d'avoir refusé une réponse sur TikTok. Bon, on voit tout ça avec vous, Valérie Expert, de 10h à midi, évidemment. Mettez-vous d'accord.